Bonjour. Aujourd'hui, 29 novembre 1990. Mais hier, c'était le 28 novembre 1990. Hier, il y avait 10 ans. Aujourd'hui, il y a 3 ans. Les deux dates sont liées dans notre mémoire collective, parce que les événements qui s'y attachent sont aussi liés. 1980, 1985, 1987. 3 étapes d'une lutte acharnée et tragique. Avec le recul, il devient de plus en plus évident que la dictature a commis le 28 novembre 1980 une erreur politique colossale. Poussé et encouragé par les éléments les plus corrompus des groupes possédants, le groupe politique dirigeant s'imaginait mettre fin à ce qu'il appelait le scandale des revendications paysannes et ouvrières qui s'exprimaient à travers les radios avec l'aide des jeunes centrales syndicales qui bourgeonnaient, des mouvements communautaires qui s'étalaient sur le pays et des organisations de droits humains qui prenaient en main ces revendications. Casser les radios, c'était pour eux faire taire ces revendications. C'était pour ces gens-là reprendre le pays en main. Pour faire croire à un programme de gouvernement, disait-il, pour l'appliquer, disait-il. Mais le macoutisme et le duvalierisme avec lui n'ont jamais eu aucun programme de gouvernement, n'ont jamais eu aucun projet de société, sinon le pillage des fonds publics, nationaux et internationaux, et le meurtre de ceux qui protestent contre ce pillage. 5 ans après le 28 novembre 1980, au Gonaïves, comme à Petit-Gouave, à Jérémie comme au Cap-Haïtien, les jeunes qui n'avaient pas oublié, malgré la répression, les jeunes des quartiers populaires et des quartiers les plus pauvres, qui n'avaient pas oublié cette date charnière de l'histoire de notre peuple, se soulevaient en se souvenant du 28 novembre 1980, 5 ans après. Aussi, cette date a-t-elle une signification politique profonde. Le macoutisme a fait ce jour-là la preuve patente qu'aucune formule libérale ne lui était compatible et qu'il n'était pas en mesure de prendre lui-même en main la satisfaction des besoins élémentaires de la population qui les exprimait à travers les radios. Le macoutisme, renforcé par un secteur puissant de la bourgeoisie zinglando, ne pouvait pas mettre au point un projet de société. Pas plus cette coalition bicolore que le groupe qui en 57 prenait le pouvoir. Il est amusant pour comprendre la signification de cette journée charnière du 28 novembre 80, pour saisir toutes ses implications sociales, politiques et même culturelles, de suivre à la trace les itinéraires policiers mis en place pour casser ce jour-là le mouvement démocratique qui venait à peine de naître. La pièce maîtresse de l'opération, ce jour-là, était Radio Haïti. Tout le monde savait que Radio Haïti s'était voué corps et âme, sans embâche et sans clin d'œil, à cette bataille démocratique. Et le pouvoir s'était souvent rendu compte qu'il n'y aurait aucune faille à notre dispositif. L'équipe avançait d'un seul pas, ayant été nettoyée discrètement au cours des temps, et ni les clins d'œil complices d'une aile pseudo-libérale du régime, ni les appels à la solidarité bourgeoise, ni les offres de corruption, ni les menaces, pour me porter à révoquer les journalistes les plus apparemment engagés, ni ce fameux procès que l'on avait voulu transformer en procès politique,
Rien n'avait pu entamer notre résolution collective à poursuivre la lutte avec notre peuple, avec les plus pauvres, comme nous le disions, pour la liberté, la justice, en faveur des plus pauvres, en faveur des plus défavorisés, en faveur des classes populaires. Que s'est-il passé ce jour-là? Tandis que les hommes de Jean Valmet commençaient leur série d'arrestations dès la fin de la matinée, Richard Brisson, Gabriel Hérard parmi d'autres, ils n'osaient pas encore faire main basse sur Radio Haïti. On avait en mémoire, au palais et aux casernes, la mobilisation spontanée qui avait suivi l'arrestation de Compey-Philo quelques semaines plus tôt. Ils savaient d'expérience que mon intervention personnelle au micro ce jour-là, pour réclamer avec force la libération de Philo, avait forcé la main de la police. Et nous avions pu accueillir ce jour-là Compey-Philo libre. Ils se souvenaient de cette mobilisation générale de Port-au-Prince. Pour eux, il était donc préférable d'attendre la nuit et de me maintenir, moi, loin de Radio Haïti, durant toute la durée des préparatifs. C'est pourquoi il y a eu ce guet-apens pour me garder en otage durant toute l'après-midi. 2 individus qui m'avaient suivi de Radio Haïti à l'asile français le matin, asile français où j'allais au chevet de mon frère de combat, André Rousseau, et de l'asile à la Croix-des-Bouquets, où je tentais de trouver une parente d'André pour lui tenir compagnie sur son lit d'hôpital et pour le soigner. Ces 2 individus, se faisant passer pour partisans de Silvio Claude, m'avaient raconté un bobard. La résistance aurait décidé de faire croire au peuple que j'avais été arrêté et qu'ainsi on porterait le peuple à sortir dans les rues. Histoire rocambolesque, inventée, et je l'ai appris par la suite, par Jean Valmet lui-même, autant pour me neutraliser que pour faire croire à ma participation à un complot, car il fallait inventer un complot autour de Radio Haïti pour frapper Radio Haïti. Dans le rapport de police établi par Jean Valmet quelques mois plus tard, pour justifier le procès contre Silvio Claude, Jacques Price-Jean et tant de camarades arrêtés, on a parlé d'une réunion chez Franck Étienne, où l'on aurait programmé une manifestation subversive avec pic, bâton et latrier. Le manque d'imagination des policiers macoutes n'a d'égal que l'épaisseur d'esprit des hommes politiques au pouvoir à cette époque. Car ce complot, ce soi-disant complot, avait été inventé pour convaincre les Américains. Car il fallait convaincre les Américains. Il fallait convaincre les patrons. Rappelez-vous bien, ce ne sont que des laquais. Ils doivent, avant toute opération, s'en référer aux patrons. Il fallait convaincre leurs patrons que l'opération contre les libertés publiques haïtiennes avait une petite odeur d'anticommunisme. J'ai déjà raconté à ce micro que Serge Élie Charles, ambassadeur d'Haïti aux États-Unis, avait reçu un coup de téléphone du Palais national quelques jours auparavant. Jean-Claude Duvalier, Michel et Ernest Bennett, son père, et les ministres d'État lui demandaient de faire savoir au département d'État que Radio Haïti était un repère de communistes. Serge Élie Charles leur avait, selon lui, répondu que personne à Washington ne croirait à une pareille fable. C'est dire que le macoutisme bicolore, noir et mulâtre au pouvoir en 80, n'osait pas avouer au grand patron qu'il mettait brutalement fin à l'ère de liberté. Il lui fallait trouver un alibi, mais il savait qu'une équipe nouvelle,
L'équipe de Reagan, plus dure, moins droits humains, allait prendre le pouvoir. C'est pourquoi ils avaient choisi novembre, une saison d'interrègne. La date du 28 novembre aussi était liée au fait que le Thanksgiving Day vidait la capitale américaine durant tout le week-end de tous les fonctionnaires du département d'État. Ils auraient donc eu le temps de consolider leurs coups. C'était ne pas compter avec la vigilance de fonctionnaires du département d'État, réellement engagés dans la politique des droits humains, et qui, tout en sachant qu'ils allaient quitter le pouvoir le 21 janvier 81, étaient restés fermes au poste pour appliquer la politique des droits humains. Hommage en passant à une femme de grand cœur, Patricia Derian, qui s'est démêlée, qui s'est démenée pour faire libérer les otages, déjà. Ceci pour l'arrière-plan international. Souvenons-nous que la France avait donné quelques jours auparavant son aval à l'opération, en la personne d'un ministre de Giscard d'Estaing venu apporter son plein soutien à la sanglante dictature macoute. Ah oui, la France de 89. Sur le plan local, tandis qu'une minorité de bourgeois nationalistes et progressistes avait tenté de s'accommoder du mouvement populaire et de mieux comprendre ce qui se passait en bas et de mieux écouter la radio, tandis que cette minorité de bourgeois nationalistes et progressistes tentait ainsi de s'accommoder, un important courant d'affairistes, de requins, de mafiosi, de futurs inglindos, manifestait sa grogne, en avait marre de la légère transparence que les radios forçaient à introduire dans la gestion des affaires publiques. Ils ne pouvaient pas accepter cette transparence, car leurs magouilles étaient mises à jour. Souvenez-vous de l'affaire des déchets toxiques dans le Nord-Ouest. Ils avaient besoin d'un silence total pour réaliser les grosses affaires louches qu'Ernest Bennett leur avait complaisamment promis. Ils demandaient donc à corps et à cri la répression contre la presse. On m'a raconté que l'un d'entre eux avait même proposé à Jean-Claude Duvalier, Michel Bennett, d'envoyer un courant de fort voltage pour faire griller Radio Haïti et son directeur. Ah, le destin n'a pas de morale, hélas. Ça, on souhaitait belle-mère, c'est ça qu'arrivait maman. Passons. Ils avaient un an auparavant offert à Jean-Claude Duvalier d'enlever toute leur publicité de Radio Haïti. En une nuit, nous avions perdu 60% de nos réclames, mais nous avons tenu grâce à la solidarité populaire pendant un an. Ceci pour l'arrière-plan national et international. Nous verrons plus loin que sur le plan de la diaspora, il y eut aussi les démarches de Jean Valmet, d'une part en direction de la CIA, d'autre part en direction de groupes d'extrême gauche de cette diaspora. Mais revenons à la soirée du 28 novembre 80. Je l'ai dit, la matinée, rafle de militants dans toute la ville, et aussi établissement d'une souricière aux abords de Radio Haïti. Les hommes de T.J. Willy et ses tueurs avaient pris refuge, s'étaient établis dans un cabinet d'un avocat d'affaires qui était sur le même palier que Radio Haïti. En retraçant ces événements, il ne s'agit pas pour moi, et j'insiste là-dessus, d'un règlement de compte. En 1986, je me permets cette parenthèse pour souligner l'absence totale chez moi d'un désir de vengeance. En 1986, à mon retour d'exil, je m'étais personnellement et très fermement opposé à toute représaille
de mes amis, de mes camarades, de ceux qui dans le peuple avaient éprouvé douloureusement la fermeture de leur radieux